Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette troisième et dernière table ronde de la 6e édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. La chaire est l'un des 3 centres de recherche partenaires du Forum Saint-Laurent avec le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et avec l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Le thème de notre table ronde d'aujourd'hui, c'est les défis géoéconomiques et géopolitiques au Canada et au Québec. On l'a vu, les bouleversements de la scène internationale en 2020-2021 ont révélé la vulnérabilité de nombreux États, le Canada également. Certains États sont plus vulnérables que d'autres, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, ou encore parce qu'ils dépendent trop fortement pour leur prospérité, leur sécurité, de dynamiques sur lesquelles ils n'ont pas complètement prise. Au Québec et au Canada, les dernières années ont montré qu'on ne peut plus présumer de la convergence des intérêts avec notre voisin américain. On a vu aussi que le Canada peut se retrouver dans la mire d'autres pays à l'échelle internationale, la Chine, on l'a vu dans l'affaire Huawei, la Russie également en Arctique. Donc, on va parler de ça. On va se demander comment appréhender les défis géopolitiques et géoéconomiques d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada et pour le Québec. Il y a 4 invités aujourd'hui avec lesquels on aura le bonheur de s'entretenir. Marc-André Blanchard est premier vice-président et chef de CDPQ mondial à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a aussi été ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations unies à New York de 2016 à 2020. Bonjour Marc-André. Bonjour Frédéric. Laurence Deschamps-Laporte est professeure et chercheur invitée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure au Cérium. Elle a conseillé 3 ministres canadiens des Affaires étrangères et elle a été directrice de cabinet du ministre François-Philippe Champagne. Bonjour Laurence. Bonjour. Justin Massier est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique qui est un des partenaires du Forum Saint-Laurent cette année. Bonjour Justin. Bonjour Frédéric. Et Roland Parry est professeur d'affaires internationales à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est aussi chercheur associé de Chatham House et ancien conseiller principal en affaires mondiales et défense auprès du premier ministre du Canada. Bonjour Roland. Bonjour. On va commencer, mais juste avant, j'indique tout de suite à notre auditoire qui regarde ça en direct à la maison, bien, vous pourrez poser des questions à un moment donné durant la table ronde. Vous pouvez le faire, je pense, à partir de maintenant. Au bas de l'écran, il y a un endroit où vous pouvez soumettre vos questions. Et il y a un modérateur ici qui va nous aider à sélectionner un certain nombre de questions qu'on posera à la fin de la table ronde. Mais juste avant, on va aborder certains thèmes avec nos invités. Il y en aura 8 au total. Le Canada et le Québec dans le monde post-COVID-19, les relations avec les États-Unis, relations avec la Chine et la politique canadienne en Asie-Pacifique, la présence du Canada dans le monde de façon plus générale, le Canada, le climat et l'environnement, la réputation et la place du Canada au sein des institutions internationales. On va parler des relations avec l'Europe et également, on se demandera ce que la compétition entre les grandes puissances, nouvelle compétition peut-être, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Donc, voici le menu. On a du pain sur la planche. On va commencer tout de suite pour être sûr de se rendre jusqu'au bout. Je commencerai par une question à Marc-André Blanchard. Marc-André, on le voit, la campagne de vaccination va bon train au Canada et au Québec, peut-être pas aussi vite que dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Est-ce que le Québec et le Canada font bien dans cette lutte contre la COVID-19, premièrement? Et à quoi pourrait ressembler le monde post-COVID-19? On commence à en parler, mais à quoi ça pourrait ressembler et en quoi ça pourrait différer du monde qu'on a connu avant? Alors, merci. Puis tout d'abord, je veux juste dire merci au Forum Saint-Laurent de m'inviter sur ce panel. Franchement, je suis extrêmement honoré de me retrouver avec Laurence et Justin et Roland et vous, Frédéric. Alors, merci de l'invitation. La réponse, je vais donner juste une réponse très simple. Est-ce que le Canada fait bien dans la question de la gestion de COVID? Je pense qu'on fait très, très bien. Je pense que les gouvernements, en particulier le gouvernement fédéral, avec avoir agi si rapidement au point de vue économique, ça a été, je pense que ça va être un modèle à cet égard-là. Maintenant, revenons à comment on va sortir de là.
et d'où on vient. Il faut se rappeler qu'avant la pandémie, les changements climatiques et les inégalités c'était deux plus grands défis. Quand j'étais ambassadeur à l'ONU, on me demandait c'est quoi les plus grands risques sur la planète pour la sécurité des gens. C'était ces deux risques-là qui étaient clairement en tête de liste. Et là, on a vu que ce qui s'est arrivé pendant la pandémie, c'est que ces risques-là se sont matérialisés et la situation reliée à ces risques-là, autant du côté des changements climatiques que du côté des inégalités, c'est fait sentir de façon encore plus profonde. Et prenons l'exemple, les inégalités entre les pays. Les pays riches ont dépensé 20% de leur PIB, comme c'est le cas au Canada, pour se sortir de la crise ou passer au travers de la crise. Les pays en voie de développement ont dépensé en moyenne à peu près 2% de leur PIB à partir de PIB qui sont beaucoup plus petits que les nôtres en proportion gardée. À l'intérieur de nos sociétés, on a vu que les femmes, les jeunes, les immigrés, les personnes issues de l'immigration ont été touchées de façon disproportionnée dans cette crise-là. Si j'ai vu des statistiques il y a quelques mois, je ne pense pas que ça a beaucoup changé, mais si vous étiez une femme, vous aviez 50% de chances de plus que les hommes d'avoir perdu votre emploi au Canada. On a vu qu'au Canada, dans nos grandes villes, les pays, ceux qui ont été le plus affectés viennent souvent des pays, des quartiers les plus défavorisés, et ceux qui avaient l'obligation d'aller travailler à bas salaire et qui n'avaient pas d'autres mesures sociales pour les protéger, notamment en Ontario. Alors, tout ça, en fait, en sorte qu'on s'est aperçu pendant la pandémie qu'on était aussi fort que le plus faible de nos maillons. Et là, vous avez eu l'élection de Biden aux États-Unis. Et là, au sortir de la pandémie, vous avez un alignement jamais vu entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, l'Inde sur les questions climatiques. Alors, ça, c'est la première chose. Ça crée une révolution, franchement, à bien des égards. Ça crée une révolution au niveau du capital aussi. Dans les opportunités qu'on va voir, puis vous avez toute la question on l'a vu pendant la pandémie, le numérique, la technologie, mais une des grandes choses qui va sortir, une des grandes préoccupations qui va sortir de la pandémie, c'est toute la question de la sécurité, de la santé. Alors, toutes les questions de santé publique vont être au cœur de tous les agendas de tous les pays du monde. Et là, vous avez la question des infrastructures qui va découler de la lutte au changement climatique, mais aussi du fait que de certaines des choses qu'on a vues dans la pandémie. Alors, toutes les questions de mobilité durable, l'énergie, les véhicules électriques, etc. Alors, ça, c'est des révolutions qui se sont accentuées pendant la pandémie et là, ça se transforme en opportunité au sortir de la pandémie. Mais vous avez de l'autre côté, dans les risques, des gouvernements qui vont être plus endettés, plus opportunistes, plus protectionnistes, qui vont utiliser leurs leviers fiscaux beaucoup plus qu'auparavant. On va voir une recrudescence des lois relatif à la concurrence. Et vous allez voir aussi certains changements au niveau des chaînes d'approvisionnement, comme des questions de produits sanitaires, de santé, de pharmacie, de pharmacologie, etc. Et finalement, je vais vous terminer mon tour d'horizon là-dessus en vous disant, je lisais quelque chose à la caisse, on utilise certains fournisseurs qui nous donnent des choses pour réfléchir, et Bridgewater, dans la semaine dernière, il y avait un commentaire d'un de leurs économistes qui disait, mais comment ça va se passer si jamais on tombait dans un monde où c'était moins sûr qu'auparavant que le dollar US va être la devise de réserve, où les outils de politique monétaire qu'on a utilisés pendant les 50 dernières années pour stimuler l'économie, pour contrôler l'inflation, n'étaient plus aussi efficaces. Et qu'est-ce qui va arriver aussi si à travers le monde, on partage moins cette aspiration qu'on a eue ou qu'on a cru percevoir, nous, comme Canadiens, au cours des 75 dernières années, que la grande majorité du monde aspirait à une économie de libre marché puis à une démocratie. Alors, qu'est-ce qui arrive si ça change un peu? Et je peux vous dire que moi, ce que j'ai vu à l'ONU pour terminer sur la question de certainement sur la démocratie, on a vu pendant les 4 ans et demi que j'étais là, un glissement lent mais certain
où il y a des modèles mixtes, démocratiques et autoritaires qui prennent de plus en plus de place. Et ça change la donne pour nous parce que ça fait que pour les Canadiens, pour notre politique étrangère, on doit commencer à penser à comment on ne pourra pas ignorer tous ces pays-là parce qu'ils ne partagent pas nos valeurs. Alors, comment on va jouer dans un monde où on va falloir accepter la réalité que plusieurs de nos partenaires ne partagent pas nos valeurs ou aspirent pas à la même chose que nous. Je vois que Roland, Justin, Laurence veulent réagir. Je donnerai la parole à Laurence tout de suite sur ce thème-là. À quoi va ressembler le monde post-COVID pour le Canada et pour le Québec? D'abord, merci, je suis très heureuse d'être parmi vous. Puis, je suis tout à fait d'accord avec le portrait que Marc-André vient de peindre. C'est-à-dire, en effet, tout le monde a pris des mesures protectionnistes. On a tous aussi souffert des mesures protectionnistes d'autrui. Et puis, cette réflexion post-COVID de repenser nos chaînes d'approvisionnement dans un contexte où est-ce qu'on ne peut pas séparer commerce et sécurité internationale, bien que ça soit un processus nécessaire, ce que je crains, c'est que ça nous amène par défaut à un repli sur soi et puis à une équation du Five Eyes étant par défaut presque les seules chaînes d'approvisionnement en lesquelles on peut avoir une certaine confiance. Et à une échelle mondiale, ce à quoi ça peut mener, ça, c'est de renourrir ce protectionnisme qui peut nourrir un certain nationalisme. Et si la montée du populisme était bien enclenchée avant la COVID, la pandémie l'aura nourri, cette montée du populisme, et ça l'aura aussi solidifié ces démocraties illibérales. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, dont la démocratie n'est pas seulement un agenda, un programme domestique, mais un programme aussi international? Ça veut dire qu'il faut repenser, parce que le groupe des démocraties est très, très, très petit maintenant. Et puis, comment est-ce qu'on fait la diplomatie avec ces nouveaux joueurs qui sortent de la COVID convaincus dans leur type de gouvernance, qui est souvent des démocraties illibérales, qui est une nouvelle catégorie, si on veut. Ça change la manière dont on joue dans les affaires internationales et c'est perturbant. Et puis aussi, on voit une certaine habituation aux mesures d'urgence, un type de gouverne qui devient beaucoup axé sur la sécurité, où est-ce que l'exécutif se renforce, et ça, c'est à travers le monde, et où est-ce que de plus en plus de parlements sont marginalisés. Alors, je pense, en fait, j'aimerais être optimiste, mais je pense que l'échiquier est beaucoup plus complexe pour le Canada au sortir de la pandémie. Un portrait assez sombre. Est-ce que Roland et Justin seraient d'accord? Qu'aurait-il à ajouter? Roland? Oui, et j'aimerais simplement souligner les craintes que Marc-André et Laurence a déjà mentionné. L'expérience de la pandémie devrait renforcer l'importance de la coopération internationale. Et on a commencé en ces derniers jours à avoir une réponse plus coordonnée, enfin. Mais je crains que l'impact plus profond de la pandémie ne soit de renforcer des tendances à la division en affaires internationales, parce qu'elle souligne de toutes les sociétés leur vulnérabilité aux interruptions soudaines des chaînes d'approvisionnement. Et cela amplifie un sentiment de vulnérabilité chez les Américains, chez les Européens, chez les Chinois, qui a déjà été en croissance bien avant cet épisode. Donc, pour le Canada, il faut qu'on se prépare pour un monde beaucoup plus compétitif où la coopération sera plus difficile et où la politique économique est utilisée comme instrument d'autoprotection, d'influence et de pression. Et je pense qu'on va parler davantage de ces défis plus tard. Justin, quelques mots là-dessus? Oui, un petit mot. Donc, je suis d'accord que le plan A doit être la coopération. Pour le Canada, c'est ce qu'on souhaite davantage, mais il faut un plan B. Et c'est ce que la pandémie, je pense, nous a révélé. Il faut une plus grande autosuffisance canadienne. On l'a vu quand les États-Unis ont bloqué l'envoi de masques au Canada. Inacceptable. On l'a vu avec l'absence de bases industrielles et pharmaceutiques au Canada, où on a de la difficulté à produire des vaccins nous-mêmes à courte échéance, contrairement à d'autres pays. Bref, il faut revoir ce plan B-là canadien, avoir une solide base de protection, que ce soit agroalimentaire, pharmaceutique, industrielle, pour être capable minimalement de limiter la vulnérabilité du Canada, comme Roland le disait, lorsque la coopération n'est pas au rendez-vous, tout simplement.
On va passer au deuxième thème. Merci, Justin. Le deuxième thème de la discussion d'aujourd'hui qui va porter sur les relations avec les États-Unis. J'ai entendu quelques mots-clés déjà, protectionnisme, compétition, incertitude. Roland, il y a un nouveau président au sein de la Maison-Blanche, M. Joe Biden. Est-ce que ce sera possible de rebâtir les ponts avec les États-Unis au cours des prochaines années et quels sont les défis sur ce plan? Bien, je commence avec quelques mots sur le présent des relations avant de passer au futur, parce qu'il faut apprécier le simple fait que le président Biden est sain d'esprit. Qui peut oublier la promesse de Trump de déchirer l'ALENA ou ces tarifs de sécurité nationale aux exportations du Canada ou ces menaces envers le peuple canadien ou bien, comme Justin vient de dire, ses efforts pour bloquer l'exportation des masques médicaux vers le Canada. Heureusement, le président actuel reconnaît l'importance des alliés américains et il va les traiter avec un certain respect. Mais en même temps, nous ne devrions pas présumer que tout est rendu à la normale dans les relations avec nos voisins. Premièrement, les États-Unis ont changé. Ces divisions internes sont vastes. Une partie importante de la population ne croit pas aux résultats des récentes élections. En plus, c'est un pays confronté à de nombreuses crises en cascade. Ce sont des mots de Biden. Et par conséquent, malgré les aspirations du président sur le plan international, son administration sera préoccupée par les défis internes. Deuxièmement, le trumpisme reste une force importante dans la politique américaine. Trump lui-même, ou peut-être quelqu'un comme lui, pourrait reprendre la présidence en moins de 4 ans et le contrôle du Congrès en moins de 2 ans. Et on sait bien, trop bien maintenant, comment Trump et ses partisans traitent leurs alliés comme le Canada. Troisièmement, les États-Unis entrent dans une période de nationalisme économique et de protectionnisme. C'est une partie intégrale de la politique étrangère pour la classe moyenne de Biden, à savoir de privilégier les travailleurs et les entreprises américaines, peut-être avec des politiques de Buy American ou peut-être avec d'autres initiatives. Et bien que Biden lui-même ne cherche pas à nuire au Canada, il a promis à ses électeurs qu'il va poursuivre ses politiques et c'est plutôt sa propre version de America First, plus douce certainement, mais pas sans risque de dommages collatéraux pour le Canada. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut élargir et approfondir nos réseaux de contacts aux États-Unis à tous les niveaux du système politique. Non seulement la Maison-Blanche et le Congrès, mais aussi les gouvernements des États et locaux, le secteur privé, les syndicats et les médias. C'est essentiel pour répondre aux problèmes possibles pour les intérêts canadiens et mieux encore pour neutraliser ces problèmes avant qu'ils ne prennent pas l'ampleur. On devrait aussi utiliser cette période de la présidence de Biden pour élaborer des approches nord-américaines sur l'environnement, l'énergie, le commerce et les technologies critiques comme l'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines, nos voisins seront tentés des politiques unilatérales qui pourraient nuire au Canada. Il vaut mieux que le Canada soit à l'intérieur de la tente continentale qu'à l'extérieur. Donc, en résumé, bien que l'administration Biden s'entende très bien avec le Canada, nous devons veiller à nos propres intérêts parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Justin, quelques mots en réaction aux propos de Roland avant qu'on passe au prochain thème? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Roland. Il n'y aura pas de retour à la normale. De toute façon, quelle était la normale? Est-ce que c'était Nixon, Reagan? Est-ce que c'était George W. Bush ou c'était Bill Clinton, comme on a tous aimé au Canada?
Donc, cette idée-là même ne tient pas. Le grand enjeu pour moi, c'est la grande incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les élections de mi-mandat, mais aussi, bien sûr, dans 4 ans avec le Parti républicain. Et tout allié des États-Unis doit maintenant prendre cette incertitude-là en compte. Et ça devient que ce sont les États-Unis qui sont l'allié peut-être peu fiable, alors que la tendance était peut-être inverse dans le passé. Et pour le Canada, c'est significatif. Cela dit, je suis aussi d'accord avec le vent d'optimisme de Roland. Il y a une opportunité à court terme avec l'administration Biden qu'il faut saisir en matière environnementale, en matière économique, même si on voit là, que le protectionnisme est là pour rester. Mais aussi, il faut se prémunir, ce serait mon point un peu supplémentaire à apporter, il faut se prémunir des demandes de l'administration Biden qui vont être croissantes. L'administration Biden va exiger davantage au plan environnemental du Canada, au plan économique. Il va exiger davantage dans sa compétition vers la Chine, notamment pour découpler peut-être ou réduire notre dépendance envers la Chine, augmenter les contingents ou les contributions canadiennes en Asie-Pacifique, la modernisation du NORAD également qui va coûter des milliards de dollars pour prémunir, protéger l'Amérique du Nord des nouveaux missiles de croisière. Bref, il y aura aussi beaucoup de demandes de la part des États-Unis qui risquent de coûter cher pour le Canada. Laurence, Marc-André? Moi, je vais prendre l'expression que j'aime beaucoup de Roland, parce que je vais risquer de la reprendre sur d'autres tribunes. Roland, je vais toujours te citer, par exemple, mais la tente continentale. Il faut se retrouver à l'intérieur de la tente continentale. Et ça, là, c'est fondamental. Et ce que ça veut dire, puis ce que j'ai appris, moi, de mes années à l'ONU, puis de mes années dans les milieux des affaires, l'économie canadienne, et ce que j'ai vu en siégeant au conseil consultatif pour l'ALENA, et qui est né l'entente avec le Mexique, la nouvelle entente, c'est que nos économies sont intégrées presque à bien des égards. Les chaînes d'approvisionnement sont intégrées. Une voiture se promène entre le Canada et les États-Unis plusieurs fois au cours des stages de sa fabrication. Ce que je veux dire par là, c'est pour le point qui est essentiel, c'est que maintenant, ça devrait être. C'est pas parce qu'on pense qu'il y a une administration plus ouverte envers nous. Habituellement, les républicains sont ceux qui favorisent le plus le commerce avec le Canada. Ça n'a pas été le cas dans les années 30, mais c'était l'exception. On se retrouve avec des démocrates qui sont plus frileux sur ces questions-là, où il y a clairement eu des Buy America qui ont été dans les discours de Biden à travers les États-Unis. Il y a et qu'il n'y aurait pas d'exception ou peu d'exceptions. Et là, ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir la même stratégie qu'on a eue, que le premier ministre Trudeau a mis en place autour du libre-échange. C'est qu'il faut que le secteur privé, les maires des municipalités canadiennes, les premiers ministres provinciaux, que tout le monde, on continue à s'assurer qu'on développe notre réseau aux États-Unis. Et parce que, vous savez, dans le monde multipolaire dans lequel on s'en va, là, et puis je le sais que ça n'a jamais été mis en question au Canada, mais c'est très, très clair dans ma tête à moi que la tente continentale, c'est l'avenir pour le Canada. L'avenir ne passe pas autrement que par ça. Laurence. Alors, la première priorité, c'est notre relation avec les États-Unis. Et on peut parler de diversification, je suis tout à fait d'accord, mais il faut fondamentalement qu'on trouve une façon de nous assurer qu'on maximise nos intérêts à l'intérieur de cette tente-là. Et ça va représenter, comme Justin l'a dit, des gros coûts. Il va y avoir beaucoup de demandes, mais il va falloir répondre présent. Et c'est une relation bilatérale et c'est une relation où je prends juste le côté des affaires. Pour nous, quand on est en affaires aux États-Unis, souvent, les États-Unis, ils ne se réveillent pas le matin, les Américains, en pensant au Canada. Nous, on se réveille le matin en pensant souvent aux Américains. Mais il faut qu'on leur rappelle l'importance, le fait qu'on est leur premier client commercial, qu'on est le plus important et que c'est nous les vrais amis, les vrais alliés et qu'on sera là en tout temps pour eux. Le Canada est plus fort sur la scène internationale quand on est perçu comme étant un pays qui peut influencer les États-Unis. C'est là qu'on est fort sur la scène internationale. Laurence?
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Puis je pense qu'au côté politique, si un parti au pouvoir doit prendre en compte ce que les partis d'opposition vont faire en Chambre, ce qu'ils vont annoncer, où est-ce qu'ils vont faire des pressions, là, c'est ce que l'administration Biden va faire, qui crée une pression politique. Puis au niveau de l'ambition sur la scène internationale, ça a un effet moteur, l'attitude de l'administration Biden jusqu'ici. Je pense que le fait est que ça va forcer une ambition canadienne presque par défaut parce que justement, le public canadien est tellement omnibulé par ce que fait les États-Unis. Quand ils font des choses qui sont très positives, on a envie que le Canada le fasse aussi. Alors d'abord, on a toujours eu notre propre ambition, mais je pense que ça peut être sain aussi de rehausser le niveau d'ambition canadien par défaut en regardant ce que les États-Unis font. Tantôt du niveau d'ambition canadien, comme Laurence le dit, la présence du Canada dans le monde. On a un petit peu abordé la région de l'Asie-Pacifique lorsque Justin a pris la parole tout à l'heure. J'ai envie de parler de la Chine. C'est un grand défi aussi. Laurence disait, on regarde beaucoup vers le sud, au sud de la frontière canado-américaine. On parle beaucoup des États-Unis ici au Canada. On parle de plus en plus de la Chine pour des raisons que je ne rappellerai pas. Je pense que vous connaissez autant l'actualité que moi. J'ai envie de demander à Justin quelle devrait être la politique étrangère du Canada à l'égard de la Chine au cours des prochains mois, des prochaines années, et à l'égard de l'Asie-Pacifique aussi. Tu en as parlé un petit peu, Justin, tout à l'heure. Oui, absolument. Même si on regarde au sud principalement, bien, le sud présentement regarde à l'ouest, ou du moins à l'est selon l'angle qu'on prend vers l'Asie-Pacifique. Donc, ça force le Canada de toute façon à s'y positionner. La principale difficulté qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas d'énoncé de politique étrangère canadienne depuis 2005. Donc, il n'y a pas eu une conversation, une réflexion approfondie sur les questions diplomatiques. Il y a eu la politique de défense de 2017, mais pas au niveau de la diplomatie et un peu aussi au niveau de l'aide au développement. Mais il faut mettre tout ça dans un tout cohérent. Et de ça, il faut qu'il y ait un chapitre sur l'Asie-Pacifique qui soit cohérent avec les intérêts vitaux qui sont ceux du Canada dans cette région du monde extrêmement importante au plan économique, mais de plus en plus, bien sûr, géopolitique, avec la compétition de plus en plus intense là, qui oppose les États-Unis et la Chine. Et là, il y a deux positions que je dirais qui sont naïves au Canada là-dedans. La première position naïve, c'est celle de dire que, un peu la position des faucons américains, il faut avoir une posture d'endiguement de la Chine, assurer la primauté américaine dans la région, peut-être former une alliance, certains disaient ça dans les médias récemment, former une alliance formelle avec Taïwan. Bref, y aller d'un investissement militaire profond contre la Chine. Mais ça, évidemment, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est attiser encore plus la compétition et la spirale, disons, du dilemme de la sécurité entre les États-Unis et la Chine. Et le Canada n'a pas intérêt du tout aller dans cette voie-là. Le Canada a principal intérêt d'éviter une escalade des conflits entre la Chine et les États-Unis. Ça doit être ça notre première priorité, à mon avis. La deuxième position naïve canadienne, je dirais, c'est celle d'être un médiateur, qu'on peut se positionner comme étant un entremetteur entre Beijing et Washington. Ben, ça ne se produira pas. L'influence canadienne en Chine est beaucoup trop faible. Personne ne voit le Canada comme étant entre ces deux géants-là, mais bien sûr comme un État nord-américain tel qu'on l'est, et on doit l'assumer dans nos prises de position. Et donc, il faut trouver l'entre-deux là-dedans. Il faut définir quels sont nos intérêts vitaux, quels sont notre niveau d'ambition, combien est-ce qu'on veut investir des ressources. Le dilemme profond du Canada, c'est qu'on a toujours été attiré vers l'Europe. On a cette posture-là très transatlantiste qui inclut bien sûr les États-Unis, où on souhaite qu'ils soient très présents en Europe et le Canada investit énormément de ressources dans l'OTAN notamment, dans ces accords de libre-échange aussi avec l'Union européenne, et c'est tant mieux. Mais ça dilue, bien sûr, les ressources que l'on peut redéployer en Asie-Pacifique si on ne les augmente pas. Et c'est pas clair qu'il y a une volonté de les augmenter présentement. Et la seule façon qu'on peut convaincre, à mon avis, les Canadiens, les partis d'opposition pour avoir un consensus bipartisan, et c'est d'en parler, c'est d'amorcer cette réflexion-là autour d'un énoncé de politique étrangère. Donc, comme il y a eu un pivot vers l'Asie aux États-Unis, il en faudrait peut-être un petit aussi au Canada. Est-ce que Roland est d'accord avec les propos de Justin? Je sais, Frédéric, que tu préfères probablement qu'on se débatte, mais je suis entièrement d'accord avec Justin. Historiquement, l'orientation de notre politique étrangère a été plus vers les États-Unis et l'Europe que vers l'Est, mais on vit actuellement une transformation énorme en relations internationales avec la montée non seulement de la région, mais surtout de la Chine
une Chine puissante, une Chine confiante et plus agressive. Alors, comment répondre? C'est une question qui se pose non seulement au Canada, mais à presque tous les pays du monde. Et pour le moment, le problème, c'est que nos relations avec la Chine sont effectivement gelées à cause de la situation des détenus. Mais le défi à plus long terme, je pense, sera à la fois de nous protéger contre la diplomatie plus agressive de la Chine, tout en trouver des moyens de coopérer avec la Chine dans les domaines où on a un besoin de travailler ensemble, comme le changement climatique, comme la stabilité du système financier mondial et bien sûr la santé publique mondiale. Et pour ce faire, il faudra travailler étroitement avec nos alliés et nos partenaires qui ont leurs propres approches et leurs propres intérêts différents. Alors ça, c'est un véritable défi pour les années à venir, mais le Canada a clairement un intérêt à faciliter une approche coordonnée à l'égard de la Chine parmi nos alliés. Et de cette façon, on peut à la fois avancer nos propres intérêts, on peut aider à l'administration Biden, répondre à leurs demandes, et on peut en même temps renforcer la coopération parmi un groupe de partenaires et alliés dont les relations ont été tendues pendant les années Trump. Laurence, Marc-André? Moi, il y a un élément où je ne suis pas d'accord. Alors, c'est par rapport à cette idée du livre blanc, en fait. Moi, je pense qu'un exercice d'un livre blanc, c'est, à part être un peu vintage, je pense que ça prend énormément de bandes passantes. Si on pense à ce que nos diplomates ont fait dans la dernière année, ça a été des familles qui n'ont pas pu se voir, ça a été des gens qui ont travaillé 24 heures sur 24 à sortir des Canadiens qui étaient pris à l'étranger. Puis, qu'est-ce que ça peut faire, un livre blanc, à mon avis? C'est que ça devient un exercice de communication et politique. Si on revient à il y a 2 budgets derrière nous, le budget sur l'aspect international, c'était complètement orienté vers la Chine. Alors, si on avait fait un énoncé politique, un style livre blanc sur la politique étrangère, déjà, il serait désuet parce que ça évolue tellement rapidement. Je pense que c'est beaucoup plus stratégique de diriger les énergies des diplomates, des penseurs au ministère des Affaires étrangères sur les enjeux, sur, par exemple, comment est-ce qu'on va répondre à ce qui arrive autour de Taïwan, etc., les exportations de matériel critique vers la région, qu'est-ce qui arrive avec justement les chaînes d'approvisionnement, que de faire un exercice qui peut devenir très théorique au bout de la ligne d'un livre blanc. Mais il y a des exceptions à ça. Par exemple, il y a un énoncé politique qui est en rédaction maintenant en ce qui a trait à la politique étrangère féministe, et ça, on dit qu'il n'y a pas de priorité. En fait, c'est la priorité, ça a été la priorité depuis longtemps. Peut-être qu'on pense que c'est dans une espèce de ghetto rose au ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est pas du tout. Je pense que ça touche à absolument tout ce que la politique étrangère du Canada fait. Et si ça y touche pas encore, ça devrait. Et puis là, dans ce cas-là, c'est très méconnu du public. On ne sait pas vraiment ce que c'est dans certains groupes, communautés de cette politique étrangère féministe. Alors là, je crois que c'est utile parce que c'est une innovation historique. Alors là, il y a une exception à la règle où est-ce que je pense qu'un énoncé est utile. Mais en général, je pense que ces exercices-là peuvent nous faire plaisir en tant que chercheurs, mais ne sont pas nécessairement très pratico-pratiques. Marc-André, Justin veut un livre blanc, Laurence n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vais passer 2 commentaires, puis parce que beaucoup de choses ont été dites, puis je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, là. Mais la première chose, c'est que j'entends des fois dans les commentaires médiatiques où par exemple, la question économique, et ça va être ça le défi, là, comment on gère la question économique avec la Chine dans un contexte où il y a une concurrence plus grande avec les États-Unis. Et même les Américains ont des grandes réflexions à faire sur cette question-là, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que c'est pas comme la guerre froide avec l'Union soviétique, là. Dans le contexte de l'Union soviétique, il n'y avait pas d'économie en Union soviétique. Il n'y avait pas de relation entre l'économie occidentale et l'économie de l'Union soviétique. Il y avait zéro, il n'y avait rien. Il y avait pas de commerce, il n'y avait rien.
Là, maintenant, nos chaînes d'approvisionnement sont imbriquées les unes dans les autres. Et alors, il y a cette sensibilité-là. Puis ça, il y a beaucoup de réflexions à faire autour de ça. L'autre aspect, et on ne peut pas ignorer ça dans ce discours-là. Et, il y a la question politique, il y a la question de nos divergences avec la Chine sur le traitement horrible, par exemple, qu'ils font subir aux deux Canadiens. La question de certaines de leur manque de respect à l'égard des droits humains. Mais il y a la question économique là-dedans. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'Asie-Pacifique, c'est plus que la Chine. Et il faut absolument que le Canada, mais ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis je dois admettre qu'on n'y arrive pas vraiment. Ça fait, toi, depuis que je suis plus jeune, qu'on entend depuis Trudeau père, je dirais, où il y a eu une tentative de développer des relations plus proches avec l'Asie-Pacifique. Et c'est très, très difficile pour plusieurs raisons. Mais là, moi, je pense qu'il y a des alliés comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme le Singapour, comme il y a des relations comme celle-là. Il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande, évidemment, mais où il faut mettre un petit peu plus d'efforts, d'énergie, beaucoup plus de viande autour de l'os, là, parce que c'est assez mince et on l'a vu dans plusieurs dossiers. Il faut pousser ça. Alors, c'est l'autre aspect, quant à moi, de ce dossier-là, parce que c'est lié. Donc, les défis sont grands. On le dit depuis le début de la table ronde. Roland veut revenir sur un élément. Je veux simplement dire un petit mot sur la question d'un livre blanc, sur l'Asie au moins, parce que c'est vrai qu'un livre blanc peut devenir simplement un exercice de communication ou bien un gaspillage de temps. Si c'est mal géré, mais bien géré, il s'agit de prendre des décisions sur les priorités et sur l'allocation des ressources canadiennes. Le Royaume-Uni vient de le faire. Les États-Unis le font régulièrement. Même l'UE le fait. Pourquoi le Canada ne le peut-il pas le faire? Je ne pense pas que ça devrait être une distraction et ça peut être quelque chose d'importance. Laurence, Justin, vous voulez continuer un petit peu là-dessus? On a trop de questions à couvrir, je pense. OK, parfait. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On parle du livre blanc. Marc-André a parlé des ressources. Tout à l'heure, Laurence parlait du niveau d'ambition du Canada à l'échelle internationale. Parlons un peu de ça, la présence du Canada dans le monde. Laurence, est-ce que le Canada a ce qu'il faut sur le plan diplomatique, notamment à l'échelle internationale, pour répondre à ces fameux défis géopolitiques et géoéconomiques dont on a parlé depuis le début de la table ronde? Et comment est-ce que notre présence diplomatique canadienne se compare à celle des pays du G7 et du G20, par exemple? Mais d'abord, je pense qu'on doit faire preuve davantage d'ambition. Et puis, je le dis parce que j'aime d'amour nos diplomates qui font le travail sur le terrain. Ils le font très bien et j'aimerais qu'ils soient plus nombreux, mieux outillés et plus présents à travers le monde. Il y a eu une espèce d'engouement, d'émerveillement au début de la pandémie avec cette histoire de la diplomatie virtuelle. Puis un peu, peut-être comme nous, qu'on pouvait parler à tout le monde sur Zoom à tout moment, de tout sujet. Au bout de la ligne, oui, en termes de nombre de rencontres et de la facilité de rencontrer, de faire une rencontre bilatérale entre le Canada et Tonga, par exemple, ça peut être très attrayant. Mais la réalité, puis peut-être Marc-André aura des réflexions sur le sujet, pour avoir vécu la diplomatie dans des salles très restreintes avant la pandémie et pendant la pandémie, on perd énormément de profondeur. Alors, je pense qu'il faut faire attention à cette espèce de naïveté qui nous dit « Ah, tout sera virtuel, etc. Ça va tellement nous aider, on pourra faire des grands sommets. » On peut faire des grands sommets, mais la réalité, c'est que je ne suis pas sûre qu'à part les beaux tweets qui en sortent dans certains cas, qu'on est capable de vraiment avoir les négociations dont on a besoin. Si on pense, par exemple, à la renégociation de l'ALENA, si ça avait été si facile de le faire par téléphone, Chrystia Freeland se serait pas présentée presque toutes les semaines à USTR, au département du commerce aux États-Unis. La réalité, c'est que c'est trop complexe, trop tendu, trop important pour être fait par visioconférence.
Et puis, la diplomatie est encore un art extrêmement personnel. Et puis, on a un exemple parfait d'un panéliste qui le fait de cette manière-là. Il faut connaître l'interlocuteur, il faut lire les besoins de l'interlocuteur, il faut presque faire la recherche. Ça devient une relation personnelle. Jean Chrétien allait jouer au golf avec des leaders dans le monde. La réalité, c'est que ça l'a énormément aidé aux relations internationales du Canada. Ces amitiés qu'il a forgées peut-être sur certains terrains de golf ou ces espèces d'événements sociaux après le G7, ça fait très glamour, mais la réalité, c'est que c'est là que les vraies conversations se passent. À l'ONU, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est un petit pourcentage des vraies conversations. Après ça, c'est les corridors, c'est les cafés dans Midtown. Et quand on enlève toute cette espèce de tissu social, ben, je pense qu'on en souffre. Puis le monde est polarisé et puis on a moins de solutions aux grands conflits. Alors, le Canada a 145 ambassades, 185 consulats. Selon les chiffres que j'ai consultés, on est 18e au monde. Je pense que c'est un peu gênant. 15e dans le G20. La Turquie, maintenant, est 5e. En 2019, la Chine a pris le dessus sur les États-Unis en devenant premier au monde. Il y a des choses que ces grandes nouvelles puissances font qu'on ne fera jamais et qu'on ne devrait pas faire, comme le Belt and Road. Mais ouvrir des ambassades, avoir des diplomates compétents qui parlent de nombreuses langues dans des nouvelles villes en émergence, c'est coûteux. Il faut amener le public canadien avec nous pour montrer les bénéfices de la diplomatie, mais ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas une en fait, ça peut paraître peut-être simpliste, cette espèce d'équation-là de représentation sur le terrain qui égale l'influence, mais la réalité, c'est que cette équation-là, elle est juste. Et puis, si toutes les grandes puissances du monde en émergence le font, c'est qu'elles ont compris cette équation-là d'influence et puis que ça l'ouvre une porte à plein de secteurs du monde des affaires, des étudiants internationaux, etc. Et l'autre point, en fait, prenons l'exemple de Nairobi, l'ambassade de Nairobi qui couvre à la fois le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, la Somalie, le Rwanda. Ça, c'est la Corne de l'Afrique presque au complet. C'est une région géopolitique extrêmement critique, où est-ce que même au Canada, on a des populations énormes qui ont des origines dans la région. Alors, je pense qu'on doit repenser l'empreinte canadienne à l'étranger si on veut arriver à nos ambitions, parce qu'on le sait en fait que nos diplomates, ils font un travail incroyable et il faut leur donner les moyens de le faire en leur donnant des bases plus nombreuses. Ensuite de ça, on s'est rendu compte avec la COVID, avec le grand rapatriement de plus de 62 000 Canadiens pris à l'étranger, qu'on pense souvent à nos communautés culturelles au Canada, mais on pense très peu à la diaspora canadienne qui arrive à presque 8 %. Bon, en nombre absolu, on ne se compare pas à d'autres grands pays, mais en pourcentage de notre population, c'est énorme. Alors, juste quand on a une crise consulaire mondiale comme celle à travers laquelle on a passé, en fait, quand on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de Québécois et de Canadiens sur des îles du Pacifique ou en Amérique latine pris au sommet de Cusco, on se rend compte qu'on a intérêt pour la sécurité de nos citoyens à être bien représentés partout dans le monde parce que dans un moment de crise, il faut déployer le talent diplomatique. Alors, on ne parle pas de nécessairement ériger de grands bâtiments coloniaux avec... ça peut être en fait très agile comme approche. Ça peut être des petits bureaux de 2 personnes dans des nouvelles grandes villes en émergence en Asie, comme ça peut être aussi des diplomates qui peuvent voyager au début. Il peut y avoir des phases de transition graduelle. On n'a pas nécessairement besoin de reproduire le modèle d'ambassade traditionnel. Marc-André? Ben moi, je suis d'accord avec Laurence sur le fait que peut-être qu'il faut monter notre niveau d'ambition. Je pense que l'exemple donné sur les 63 000 ou les 62 000 Canadiens qui ont été rapatriés à partir de 692 vols et puis de 36 bateaux de croisière, c'est un succès franchement éclatant de la diplomatie canadienne. C'est un succès aussi, les gens, quand le point de Laurence sur la question des relations personnelles, moi, je peux vous dire qu'en diplomatie, la chose la plus importante sont les relations personnelles. Et il faut développer des relations de confiance et il faut développer des relations de confiance avec nos amis, mais encore plus important, avec les pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est très difficile parfois du côté médiatique ou de la population en général de comprendre pourquoi il faut passer tant de temps avec un pays avec lequel on ne s'entend pas vraiment
Mais c'est là où c'est important. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait des canaux de communication qui existent. Il faut que, parce qu'il va y avoir des cas consulaires, il va y avoir des dossiers où on aura besoin. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a souvent des et on va aller de plus en plus vers ça. Alors, on va être de moins en moins avec ce qu'on appelle des like-minded, là. On va être avec avec toutes sortes de pays qui ont toutes sortes de valeurs, etc., il va falloir faire des coalitions sur des enjeux particuliers avec ces pays-là. Et c'est là où c'est important d'avoir les relations. Et là, moi, ce que je veux faire des suggestions, puis les gens qui nous écoutent, qui sont soit en diplomatie ou les jeunes étudiants qui sont là, il faut, pour être en diplomatie, quant à moi, la diplomatie du futur, c'est beaucoup autour de être capable d'être stratégique, être capable de faire des liens entre les acteurs. Le pouvoir d'un ambassadeur, c'est un pouvoir de rassembler des gens autour de ta table, autour de dans ton bureau ou ailleurs. Et il faut être capable, mais il faut être capable de faire arriver des choses. Et le problème, c'est que t'as pas de pouvoir direct sur les ministères même de ton pays. Ce sont d'autres personnes qui ont ce pouvoir-là. Alors, ça prend, alors ce que je dis aux gens, c'est ayez aux gens qui aspirent à être ambassadeurs au plus haut niveau, ayez des expériences dans d'autres départements que celui du ministère des Affaires étrangères. Il faut que vous connaissiez le gouvernement du Canada sur le bout de vos doigts. Il faut que vous soyez capable d'appeler d'autres ministères pour faire arriver des choses. Parce que quand c'est sur les questions, prenons de santé, il n'y a pas au ministère des Affaires étrangères de département sur la santé. Il faut aller au ministère sur la santé, mais il faut que les liens se fassent beaucoup mieux qu'ils ne se font actuellement. Et après ça, il faut être capable de faire les liens avec le secteur privé. Je suis d'accord avec Laurence, on ne fera peut-être pas One Belt, One Road. Il faut, comme je disais tantôt, il faut trouver des endroits où on va collaborer avec la Chine, mais aussi, il faut, dans des pays comme l'Afrique, il faut offrir une option alternative à celle qui est offerte par les Chinois. C'est dans notre intérêt. Et il faut que les ambassadeurs soient capables de jouer un rôle actif à cet égard-là. Ça veut dire travailler avec des ONG, travailler avec des financiers, travailler avec des développeurs, travailler avec les municipalités locales, avec les gouvernements. Alors, ce que ça demande, c'est une grande agilité. Moi, une des grandes fiertés de ma vie aurait été de représenter le Canada et aussi de faire partie du ministère des Affaires mondiales Canada. La qualité de mes collègues était fantastique, mais il faut bâtir là-dessus et il faut avoir, je suis d'accord avec Laurence, un peu plus d'ambition. Plus d'ambition, Roland. Justin? Roland. Oui, et Justin, tu veux... OK, je commence. Je veux souligner les dernières paroles de Marc-André. Nos diplomates font un travail extraordinaire. J'ai le plaisir de servir sur un jury pour les prix des agents du service extérieur qui s'est réuni hier. Et c'est incroyable de lire du travail que font nos diplomates à travers le monde. Mais si je peux ajouter une suggestion, je pense que l'un des défis les plus importants pour le Canada et pour notre service diplomatique, c'est de s'adapter à l'importance croissante de l'Asie. Le Canada a déjà renforcé sa présence dans la région, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et franchement, il y a toujours un manque d'expertise sur l'Asie au sein du gouvernement fédéral et c'est quelque chose qu'on doit vraiment améliorer. Justin. Oui, donc je suis d'accord. Il y a un Canadien sur 5 qui n'est pas né au Canada. C'est majeur. Il faut mobiliser ça dans nos relations internationales. Et l'autre côté, on a 25% de la population canadienne qui est francophone. Il faut aussi mobiliser ça. L'Afrique francophone, pour moi, doit être au cœur des priorités canadiennes également. C'est là où il y a un bassin immense d'influence potentielle pour le Canada, mais avec une présence trop peu nombreuse, à mon sens. Et c'est essentiel à la fabrique même du pays chez nous. On a l'avantage dans la francophonie, on a l'avantage d'avoir une expérience et une réputation dans la région. Je pense qu'il faut tout simplement mieux la mobiliser sur le terrain.
Et je vais juste faire un point là-dessus. Oui. Justin a parfaitement raison. On oublie, on le souligne pas suffisamment. Moi, je vais y revenir tantôt sur l'Afrique francophone. C'est une des opportunités pour le Canada qui est énorme. Mais un point que j'ai pas fait, c'est que tantôt j'ai parlé que quand le Canada était le plus influent, c'est quand on était perçu par le monde comme étant capable d'influencer les États-Unis. L'autre aspect de ça, c'est on est une moyenne puissance. Pourquoi ça nous prend de l'ambition diplomatique? C'est on est juste une moyenne puissance. Et si on est une moyenne puissance comme nous, on est aussi influent autour de la table des grands comme le G7, le G20, quand les autres membres du G7 et du G20 pensent qu'on a de l'influence auprès des plus petits. Par exemple, moi, ça faisait un devoir d'avoir des relations extrêmement étroites avec les pays des Caraïbes. Pourquoi? Parce que ça me rendait beaucoup plus influent quand je parlais à mes collègues ambassadeurs qui cherchaient, parce que eux les connaissaient peu cet environnement-là. Et alors, j'avais développé une marque de commerce à l'ONU comme étant celui qui avait des relations très étroites avec les Caraïbes. Alors, il y avait un paquet de gens qui venaient juste me parler à cause de cette situation-là. Et parce que eux, ils se disaient, ben, le Canada va être capable de travailler avec les pays des Caraïbes d'une façon avec laquelle nous, on n'est pas capable. Et il y a d'autres, les pays africains, on peut être des partenaires beaucoup efficaces avec eux, et les partenaires de l'Amérique du Sud aussi. Alors, c'est pour ça que le Canada, comme moyenne puissance, doit avoir des ambitions diplomatiques. C'est parce qu'on va être plus fort, plus on aura de liens avec des pays qui sont perçus comme petits et moins influents, mais pour nous jouer notre rôle autour des grandes tables, ce rôle d'influenceur-là auprès de ces plus petits joueurs-là est fondamental. Je vois que notre auditoire nous fait déjà parvenir des questions, donc on va bientôt passer aux questions du public. Avant ça, il nous reste quelques thèmes à aborder. On a pris un peu plus de temps sur les 4 premiers thèmes, on va aller un petit peu plus vite sur les 4 prochains. Donc, je vais vous poser à chacun une question en lien avec les 4 thèmes qui nous restaient à aborder. Il y aura peut-être moins d'interaction entre vous, mais je veux quand même vous entendre chacune sur ces thèmes très importants. Marc-André, pour commencer, climat et environnement. On le voit, plusieurs pays promettent une relance économique verte. On a abordé le cas américain tout à l'heure. Joe Biden promet des investissements ambitieux sur ce plan. On verra si le Congrès des États-Unis adopte ces projets. Mais il y a plusieurs pays qui pensent que la relance économique post-COVID-19 pourrait passer par une révolution verte. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada et pour le Québec, premièrement? Et deuxièmement, de quelle façon le capital privé, je sais que c'est un thème qui t'intéresse, Marc-André, peut appuyer l'essor des communautés durables et inclusives? Bien, écoutez, ça va être très simple là-dessus. C'est une opportunité incroyable pour les Québécois et les Canadiens. Et c'est parce que c'est quoi le rôle, la pertinence du Canada dans le monde en ce moment, c'est quoi? C'est notre diversité, ce sont nos ressources naturelles, ce sont nos institutions, mais c'est aussi le fait qu'on a ces institutions si fortes. Par exemple, comme les fonds de pension canadiens, le Maple 8, qui est appelé le Maple 8, et aussi les compagnies d'assurance vie, les banques. Et on a au Canada, c'est que pour être pertinent dans le monde, il faut que tu apportes une solution aux problèmes auxquels le monde fait face actuellement. Le problème des inégalités et des changements climatiques, ce sont les 2 plus gros problèmes. Qu'est-ce qui est la réponse à ces 2 problèmes-là? Il faut construire massivement et rapidement des infrastructures. Et quand vous regardez la liste des 10 plus grands investisseurs en infrastructures au monde, 5 sont canadiens. C'est là notre pertinence dans le monde. Il faut qu'on développe ensemble une politique canadienne d'infrastructure, une politique globale, mais qui est canadienne pour les Canadiens qui s'en vont à l'étranger, pour réfléchir comment on s'entraide, comment on fait des plateformes. On a les fonds de pension d'un côté, on a le capital d'un côté, on a la technologie de l'autre, on a le savoir-faire des SNC-Lavalin et WSP et Aecon, etc., de Manitoba Hydro et tous les autres de l'autre côté. Et là, on a le gouvernement canadien qui a son réseau de développement. Et là, c'est comme ça qu'il faut développer notre pertinence à travers le monde. Et il faut absolument parce que c'est des emplois au Canada, mais c'est aussi de faire du bien, une contribution positive à l'extérieur du Canada. Et si vous me demandez qu'est-ce qui va être la différence pour le Canada à travers les 20 prochaines années, c'est ça. Quelle est la plus grosse révolution
qu'on a connues dans les 75 dernières années à travers le monde, il y a eu la globalisation, la technologie et le capital. Et le capital, il y avait 2000 milliards de capital investissable dans les années 50 quand les institutions de Washington ont été créées et mises en place. Il y en a maintenant 200 à 300 000 milliards qui existent. Ces institutions-là ne sont pas faites pour les investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt et d'autres. Il faut que ça change parce que c'est dans l'intérêt du Canada que ça change et c'est là où on va exporter notre savoir-faire. Parce que ces 200 à 300 000 milliards-là de capital investissable, 100 000 milliards sont détenus par des institutionnels, comme les compagnies d'assurance-vie, comme les caisses de dépôt, comme CPPIB, OMERS et les autres. Il y en a 50, il y en a la moitié de ces 100 000 milliards-là qui est détenu par juste des fonds de pension. Ça, c'est l'argent des citoyens du monde, dans le fond. Et il y a une près de 2000 milliards qui est canadienne là-dedans. Et ça, c'est comme ça que c'est pertinent. Je me souviens, les chefs d'État de tous les pays étrangers préfèrent souvent rencontrer des gens, soit de nos grands fonds de pension ou des gens de nos grandes compagnies contributeurs technologiques, les Lions de ce monde avec les autres véhicules électriques ou d'autres, que même plusieurs politiciens. Parce que c'est une solution à leurs problèmes. Alors, il faut absolument qu'on soit capable, c'est ça la monnaie. Et quand je suis arrivé, moi, aux affaires étrangères, on m'a dit, Marc-André, non, on fait plus d'infrastructures au Canada, à l'étranger, dans nos programmes d'aide au développement depuis X nombre d'années. Et ça m'a abasourdi. Parce que le Canada est un des champions du monde. Il y a 3 pays qui sont les champions du monde en infrastructure. Il y a le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Alors, il faut absolument, et ça, c'est là le lien il faut remettre le lien entre le rôle du Canada à l'étranger, la qualité de vie des Canadiens au Canada, et c'est là on va défaire un peu, parce que c'est lié. Notre pertinence dans le monde, plus on va être pertinent dans le monde, plus les Canadiens vont avoir d'opportunités et plus notre niveau de vie au Canada va être grand. Je change déjà d'idée. Je ne ferai pas un tour de table, mais je voyais que Laurence avait envie de réagir peut-être aux propos de Marc-André. Moi, j'étais dans les Caraïbes avec Marc-André et j'ai vu Je pense qu'un jour, il faudra écrire un livre d'histoire sur le talent diplomatique de Marc-André. C'est vrai qu'il est l'exemple du type de diplomate dont on a besoin, mais il a déjà servi, puis on est très reconnaissant pour son service. Mais il a raison, quand on se promène dans les Caraïbes, qui est le Canadien que tout le monde veut rencontrer? Ça serait, par exemple, le PDG de la Banque Scotia. Nos institutions financières ont tellement eu d'influence dans certaines régions, puis elle contribue à notre influence internationale. Maintenant, non seulement on doit travailler avec le privé pour penser aux solutions, aussi pour que les Canadiens puissent bénéficier de notre politique étrangère, mais aussi quand on repense nos modèles de développement international, il faut qu'on garde un esprit ouvert. Moi, ce qui m'a le plus enchanté, disons, dans les innovations qui sont sorties de la COVID, c'est la création du COVAX. C'est si on veut briser ces espèces de ce carcan de bénéficiaires et puis de donateurs, de cette espèce de pensée de charité-là dans le développement international, le COVAX représente ça, où est-ce qu'on a des pays qui peuvent bénéficier, mais aussi contribuer. C'est pas juste le Canada qui est dans cette catégorie, il y a aussi la Suisse, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, mais l'espèce de conversation publique qu'on a eue sur la réaction du Canada qui reçoit du COVAX, moi, ça m'a un peu déprimée, en fait, parce que c'est des modèles comme ça qui vont nous sortir de la crise. Il est imparfait. Il manque de doses dans le COVAX. La crise en Inde a affecté ça. Ça, c'est certain. Mais c'est des structures comme ça où est-ce qu'on n'a pas l'espèce de division très claire nord-sud de donateurs bénéficiaires qui vont vraiment nous aider à repenser les modèles. Et il faut qu'en tant que population canadienne, on soit ouvert à ça aussi. J'ai envie de te relancer tout de suite sur une autre question. C'est le 6e thème qu'on voulait aborder, la réputation et la place du Canada au sein des institutions internationales. On l'a vu à son arrivée en 2015, Justin Trudeau avait dit que le Canada serait de retour sur la scène internationale, puis on misait beaucoup à ce moment-là sur l'obtention d'un siège au Conseil au Conseil de sécurité de l'ONU. On a vu ce qui s'est produit dans ce dossier-là. Quelles leçons doit-on retenir de cet épisode-là? Et est-ce qu'on devrait être plus présent au sein des institutions multilatérales également là, pour la suite des choses?
Bon, je pense que mes propos recoupent un peu mon point précédent sur la diplomatie. Mais en fait, moi, puis Marc-André dira, parce que c'était son bébé, cette course, aucun regret par rapport à la course. On a toujours su que ça serait difficile. On a toujours su que ce n'était pas gagné d'avance. Puis on a décidé d'y aller quand même. Pourquoi? Parce que pendant l'ère Trump, pendant que tout le monde remettait en question l'ONU, on s'est dit, un cri du cœur du Canada pour l'ONU, puis pour le multilatéralisme, on n'y perd pas au change au bout de la ligne. Parce qu'on a besoin de dire qu'on le veut, ce siège, et on le veut parce que l'ONU compte et parce qu'on a besoin d'un ONU plus fort. Et puis, si on ne l'a pas, le siège, ce n'est pas grave parce qu'on aura passé ce message. Alors, qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne? C'est qu'on a eu un petit peu plus de débat public à travers cette course au Canada sur l'importance de l'ONU puis sur l'importance du rôle du Canada sur la scène internationale. Je ne suis pas d'accord avec toutes les hypothèses qui ont été présentées par rapport à pourquoi on n'a pas eu le siège, mais ce n'est pas grave au bout de la ligne parce que comme société, on bénéficie évidemment de notre isolement partiel par les océans. Donc, parfois, on évite d'avoir ce débat-là sur les affaires étrangères et cette course aura forcé le débat et je pense que c'est très important comme société. Mais aussi, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait été absent trop longtemps de beaucoup d'organismes régionaux, de beaucoup de régions et ça, on n'a pas eu le choix de l'entendre à travers cette course et il faudrait qu'on soit dans cette mentalité-là de course sans arrêt, en fait. Il faudrait prendre ces leçons et faire comme si on était toujours en course au Conseil de sécurité parce que ça nous rend plus forts, ça nous rend plus... c'est bon pour la sécurité du Canada parce qu'on est complètement en dialogue constamment avec les pays d'à travers le monde. Alors, je pense que c'est la meilleure chose qu'on aura fait au cours des dernières années, cette course, même si on n'a pas eu le siège. Et puis, je pense qu'on doit, par exemple, garder ce dynamisme et garder ces leçons pour justement justifier une plus grande présence canadienne. Marc-André, quelques Moi, mots je là-dessus. suis d'accord avec Laurence. Écoutez, je suis en conflit là-dedans parce que j'étais le Sherpa et le responsable de la course. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, on savait que c'était très difficile. Et pour moi, c'était hors de question qu'on sortire de la course parce que, on montre aux Canadiens, aux jeunes, que quand c'est difficile, tu te retires. Et non, c'est pas le Canada que je veux pour mes enfants. Et on est resté dans la course et on a fait tout ce qu'on a pu. Plusieurs des observateurs ont dit qu'on a fait la meilleure campagne. Et ce qui est important là-dedans de retenir, c'est ce que Laurence a dit, c'était notre réengagement. Et aussi, ce qui n'a pas été souligné par Laurence autant, pour moi, c'était de regarder chacune de nos relations bilatérales avec les 192 autres pays du monde et de voir s'il y en avait une relation. Et ça nous a permis de constater qu'il y a des régions où on avait été trop absent. Puis ça nous a permis de constater aussi qu'on avait des amis là où on pensait que peut-être qu'on en avait moins. On a très bien fait en Asie centrale. On a fait, je ne commencerai pas à donner parce que c'est confidentiel les votes, là, mais je peux vous dire que l'Afrique a voté très majoritairement avec le Canada, l'Amérique du Sud aussi. Et ça a démontré, ce sont des amis naturels du Canada. Ce sont des alliés naturels du Canada. Et ça, mais il va falloir continuer à travailler avec eux. Quand Laurence, j'aime bien ce qu'elle dit, c'est qu'il faut penser qu'on est en course perpétuelle. Oui, c'est ça, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, de joueurs sur la glace maintenant. Vous savez, les gens me parlent de l'ère de gloire du Canada après la Deuxième Guerre mondiale sur la diplomatie internationale. Oui, c'est vrai. On a joué vraiment à un niveau extraordinaire, mais il y avait beaucoup moins de concurrence dans le monde. Et la Chine n'était pas l'ombre de ce qu'elle est aujourd'hui, l'Inde non plus, l'Indonésie, la Singapour, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. Alors, c'est très différent maintenant comme environnement, mais je trouve que c'était extraordinaire. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on était à un vote d'un deuxième tour. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que la Norvège et l'Irlande ont eu beaucoup moins de votes que ce qu'ils pensaient obtenir parce que le Canada a fait une excellente campagne. Et ça nous a permis de voir aussi dans les institutions internationales quel était le rôle du Canada. Et ça a ouvert la porte, par exemple, le Canada, M. Trudeau joue un rôle avec le premier ministre de la Jamaïque en ce moment, le secrétaire général, qui est au cœur des travaux du G20 qui vont avoir lieu sur la question la question financière liée à la COVID, y compris la question de la dette et les nouveaux Special Drawing Rights du Fonds monétaire international et le 650 milliards qui semblent vouloir se confirmer. Et ça, c'est un rôle, le premier ministre Trudeau a joué un rôle de leader à cet égard-là. Une région dont on n'a pas parlé encore, c'est l'Europe. J'ai envie de demander à Roland,
Quel est l'état des relations transatlantiques aujourd'hui, les relations avec l'Europe? Je me souviens, au lendemain de l'élection de Justin Trudeau, dans certains pays européens, en France notamment, on s'attendait justement à ce retour du Canada sur la scène internationale. Justin Trudeau faisait la une des grands quotidiens en France, je me rappelle de ça. Qu'en est-il aujourd'hui de cette relation? Quel est l'avenir de cette relation aussi? Bien, à l'heure actuelle, je pense que en général, nos relations avec l'Europe sont excellentes. Rappelez-vous qu'au début du mandat du gouvernement Trudeau, la ministre Freeland et le premier ministre ont conclu l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Et c'est toujours un accord historique qui a été commencé par le gouvernement conservateur précédent. Donc, c'était un projet national pour le Canada. Et ceux qui comprennent le processus de décision byzantin de l'UE apprécieront à quel point la réalisation de cet accord a été difficile pour le gouvernement Trudeau. En plus, l'accord a renforcé le sentiment en Europe que le Canada est un partenaire de choix, surtout à la lumière des années Trump aux États-Unis. Et en plus, le Canada a gardé des relations spéciales avec le UE, y compris la France et l'Allemagne, sans diminuer notre lien avec la Grande-Bretagne pendant et après le Brexit. Si vous demandez maintenant aux diplomates britanniques, ils vous diront que le Canada est maintenant son partenaire de choix dans le monde grâce en partie à la relation personnelle entre l'ancien patron de Laurence, François-Philippe Champagne, et son homologue britannique. Mais cela dit, on ne peut pas tenir pour acquis cette situation. Mais quand je pense à tous les défis de la politique étrangère canadienne dans le monde, et ils sont nombreux, nos relations avec l'Europe ne me tiennent pas rêver la nuit. Et c'est vraiment par rapport à tous ces autres problèmes qu'il existe des possibilités de coopération plus poussées avec l'Europe, qu'il s'agisse de maintenir un ordre international basé sur des règles ou de travailler ensemble sur le changement climatique ou sur les droits humains. Nous avons besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de nous. Justin, l'Europe n'empêche pas Roland de dormir la nuit. Est-ce que la Russie t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que la compétition entre les grandes puissances, on a parlé de la Chine déjà, mais la compétition entre la Russie et les États-Unis, la Russie et l'OTAN, comment ça affecte la politique étrangère du Canada et comment ça peut représenter un défi pour la suite des choses? Il est certain que ça empêche quelques-uns dans la région de dormir. On pense aux Ukrainiens, aux Polonais, aux Pays-Baltes. Eux sont pas mal en situation d'insécurité pour l'instant. Mais, je partage le propos de Roland, ils peuvent compter sur le Canada. C'est une autre région où le Canada est très présent en Ukraine, dans son soutien aux Pays-Baltes, au plan militaire, mais aussi diplomatique et économique. Et il faut reconnaître que c'est un success story, donc la relation canado-européenne pour l'instant. Évidemment, le Canada fait face à des défis particuliers aussi vu la résurgence russe, là, avec la Géorgie, avec l'Ukraine, avec la Crimée, bien sûr, et ça crée des divisions aussi au sein de l'Union européenne et le Canada doit se positionner face à ces divisions-là également. Ce n'est pas tous les pays européens qui souhaitent une plus grande présence en Europe de l'Est pour se défendre. D'autres voient des menaces plus au sud qu'à l'Est. Et il y a des grandes divisions aussi sur la Chine, donc sur la pénétration chinoise dans l'économie, dans certaines technologies. On a parlé de Huawei. Ça aussi, ça amène le Canada à se positionner. Et si on veut faire des coalitions donc de démocratie ou de pays aux vues similaires, il faut nécessairement rassembler l'Europe, c'est principal, c'est fondamental, mais attiser aussi les divisions même au sein de l'Union européenne. Roland, là-dessus, quelques mots? Simplement que je pense que c'est important de faire la distinction entre la Russie et la Chine.
si on met à part les armes nucléaires, la Russie est une puissance régionale et non mondiale. Oui, elle a la capacité de s'imposer sur les pays voisins, comme nous l'avons vu en Ukraine ou en Géorgie, par exemple, ou même en Syrie. Et la Russie a certainement la capacité de perturber et de déranger les politiques internes des pays démocratiques. Et c'est un problème important pour les démocraties et pour nos alliés. Mais la Russie reste plus un saboteur qu'une puissance montante. Mais la Chine, en revanche, devient très rapidement une puissance à l'échelle mondiale, même si pour le moment, elle se concentre sur sa propre région. Merci à vous quatre, c'était extrêmement intéressant. Ça clôt la première partie de l'activité d'aujourd'hui qui consistait à traiter de ces 8 thèmes, d'échanger un petit peu sur ça. Il nous reste maintenant un peu de temps pour des questions du public. Et il y en a une que je voulais vous poser tout à l'heure, mais je voyais qu'elle était à l'écran, donc je l'ai gardée pour maintenant et elle va comme suit. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de la diplomatie canadienne, de la politique étrangère du Canada, mais qu'en est-il du Québec spécifiquement? On sait que le Québec a une politique étrangère subnationale extrêmement développée et certains ministères, surtout le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, jouent un rôle important à ce niveau. Comment le MRIF, donc, peut-il, je vais enlever mes lunettes, être plus novateur et avoir un impact tangible sur les relations internationales du Québec et dans le monde? Alors, je peux en parler parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec le ministère des Relations internationales et la ministre et le gouvernement du Québec. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait au ministère des Relations internationales en ce moment. Il y a eu un virage sous le leadership du premier ministre Legault qui est remarquable au niveau du développement économique et des relations économiques. Il y a un grand rôle pour le Québec à cet égard-là. Moi, je vous dirais, quand je parle, par exemple, des ressources qu'on a au Québec au niveau des infrastructures, prenons ça sur la question des infrastructures ou de l'agroalimentaire ou la technologie ou les CGI de ce monde, mais aussi des plus petits, le Québec offre beaucoup de solutions à des besoins qui existent dans le monde. Alors, le rôle plus proactif des délégations générales, le fait qu'ils soient encore plus tournés vers le développement économique est une excellente innovation, puis il y a beaucoup de travail qui se fait. L'autre aspect, quant à moi, je rejoins Justin, je pense qu'il y a la francophonie s'en vient. Je suis heureux de savoir que le premier ministre Legault sera à la francophonie et au sommet de la francophonie de l'automne. Moi, ce que je dis, c'est profitons de cette occasion-là pour nous s'assurer qu'on lie des liens encore plus étroits avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest, oui, qui sont nos alliés naturels, des amis naturels, qui veulent être partenaires d'entreprises québécoises, qui veulent être partenaires des universités québécoises, qui veulent le lien avec les Québécois et on partage cette langue. Et le français est la langue dans les prochaines années qui va connaître le plus de croissance, beaucoup à cause de cette région-là. Alors, c'est une opportunité incroyable pour le Québec. On n'a pas le passé colonial que certains autres pays francophones ont dans cette région-là, mais il faut s'y investir. Et moi, quant à moi, s'y investir, c'est par exemple par ces questions d'infrastructure où le Québec est si fort, on a plein de solutions à apporter et il faut trouver des moyens de développer des liens, de développer des plateformes et des partenariats pour qu'on ça soit gagnant-gagnant des deux côtés. Justin, là-dessus? Laurence ou Justin? Allez-y. Laurence. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues qui avaient à la fois, parce qu'au niveau politique, disons qu'on est plus... on peut bouger un peu plus, qui ont travaillé à la fois pour la diplomatie québécoise et pour la diplomatie canadienne. Et ces gens-là, c'est comme des canifs suisses. Hein? Ils ont tellement d'outils, ils sont très, très, très agiles pour réagir à toutes les situations. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Marc-André, ce que le Québec fait. Et puis, si on regarde la carte de où est-ce qu'on est représenté, le Québec, c'est incroyable. Ça l'a énormément aidé en termes de tout ce qu'on a fait dans l'ALENA aussi, cette présence-là. Maintenant, il y a 2 aires que je pense que si j'étais assis à Québec,
auxquels il faudrait réfléchir. À la fois, si on a un gros engin d'investissement pour la province, il faut aussi avoir avec ça une expertise en sécurité et en risque plus développée ou à développer parce qu'on ne peut pas, parce que ça, justement, tout ce dont on parle avec les chaînes d'approvisionnement, avec les crises en termes de sécurité internationale, ça va ensemble. Alors, il faut faire l'investissement très, très proactif, mais aussi avoir tout cet engin-là de sécurité, d'analyse qui vient avec. Alors ça serait un air à développer. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a vu dans cette grande crise consulaire, et j'y reviens encore, de la COVID, c'est qu'on a des diplomates très, très compétents au Québec qui sont dans certains postes où est-ce qu'on a des ambassades qui veulent aider. Quand on a une grande crise consulaire, souvent, ils reçoivent les premiers appels parce que les Québécois ont tendance à appeler le gouvernement du Québec ou les pressions des députés, mais il y a plein de services qui sont vraiment une responsabilité fédérale, comme les services consulaires et puis le passeport et tout ça, c'est vraiment fédéral. Alors, il faudrait avoir des techniques de collaboration pour que dans les crises, on puisse collaborer comme ça. Parce que la volonté, elle est là de la part du Québec, du Canada aussi, mais on n'a pas nécessairement ces outils-là. Alors, si on veut vraiment pouvoir travailler comme en multiplicateur de force, il faudrait penser à comment développer ces mécanismes de collaboration. Oui, permettez-moi d'ajouter, il faut que le Québec mise sur son expertise, ses ressources particulières, ce qui le distingue. On a parlé d'infrastructure, on peut parler d'électrification des transports, du numérique qui est très fort au Québec, bien sûr des ressources naturelles, mais il y en a d'autres également. Nos secteurs d'éducation, nos secteurs de santé publique sont fondamentaux. L'immigration est fondamentale. Moi, ça doit être une priorité, à mon avis, du gouvernement Legault lors du prochain sommet de la francophonie. On est en pénurie de main-d'œuvre. Il faut davantage harmoniser notre reconnaissance des diplômes. C'est un bassin de population fondamentalement important pour les Québécois et son avenir, la survie de la langue française, il faut le mobiliser. Ça n'a pas de sens de vouloir réduire la quantité d'immigrants qui vont rentrer au Québec ou d'imposer toutes sortes de critères et de conditions qui rendent les choses difficiles. Au contraire, il faut voir ça comme une opportunité pour le Québec de plus grand développement et de miser sur ses forces également dans sa capacité de développer un vivre ensemble acceptable pour tous. Moi, je dirais que le Québec joue un rôle très important sur la scène internationale. On parlait auparavant de l'importance des réseaux de contacts pour le Canada à travers les États-Unis, mais ça applique aux relations avec d'autres pays et ça implique de divers acteurs au Canada, les provinces, les maires de grandes villes, le secteur privé et d'autres. Alors, même si on pense plus récemment au rôle de la délégation québécoise aux États-Unis, c'est très important pendant les années Trump, et on est beaucoup plus fort comme pays quand on travaille ensemble comme ça, avec plusieurs acteurs canadiens poussés dans la même direction. Donc, ça ajoute à la présence du pays dans certaines régions extrêmement importantes. Et aux États-Unis, notamment, ça va être crucial pour cette relance économique que promet Biden, notamment. On a une deuxième question du public qui va comme suit. La réduction de l'engagement du Canada dans les missions de paix de l'ONU a été, je cite, nuisible à l'effort de rayonnement du Canada dans le monde. La question, seriez-vous en faveur d'un réengagement des militaires canadiens dans ces missions? Si je peux me permettre en premier, je présume que mes collègues sont d'accord, la réponse simple, c'est oui. Pour moi, c'est fondamental que le Canada doive maintenir son engagement. Peut-être pas comme on l'a connu dans les années 60-70. Ce n'est pas la quantité de troupes canadiennes qui va être importante, mais ce qu'on peut apporter de particulier. L'effort qui avait été apporté au Mali, qui était malheureusement de trop courte durée, mais qui était extrêmement valorisé sur le terrain, doit être, à mon avis, répété. On a de l'expertise à offrir, le renforcement de capacité, la formation de militaires. Également, on sait que les premiers bassins de contributeurs de troupes sont plusieurs pays africains. Il faut former, il faut professionnaliser, créer cette capacité de coordination, de structure de commandement, etc. Tout ça, le Canada a cette capacité-là. Et il y a une certaine, je dirais, opportunité pour le moment. Le Canada s'est investi militairement significativement en Afghanistan. Il y a une réduction de ses contingents depuis plusieurs années maintenant. La présence canadienne en Irak est également en diminution. Il y a une présence aussi qui se maintient en Europe de l'Est, mais il y a un bassin potentiel. Bon, il y a beaucoup de militaires qui sont appelés présentement sur le territoire canadien,
J'espère que ce sera de courte durée seulement. Il y a un bassin de militaires canadiens qui doivent être, à mon avis, redéployés dans certaines missions de paix où on peut effectivement faire une différence dans des créneaux vraiment recherchés où le Canada peut apporter ce que d'autres ont peut-être moins en grande quantité. Moi, je suis d'accord avec Justin pour avoir été l'ambassadeur pendant toute la question, y compris du Mali. Je suis pas d'accord avec les gens disent que le Canada ne s'est pas réengagé dans les missions de paix. Je partage pas du tout cette avis-là. On peut dire que est-ce que la mission au Mali aurait pu être étendue? C'est une question qui est ouverte, je pense, qui est une bonne question. Mais ce qui est demandé au Canada, c'est pas des troupes. Et enlevons-nous l'idée qu'il faut avoir 2000 soldats du Canada engagés dans les missions de paix pour faire une contribution aux missions de paix. C'est pas ça le rôle du Canada. C'est pas ça que l'ONU souhaite. L'ONU, prenons l'exemple, comme l'a dit Justin, la question des commandements. Le fait qu'on soit habitué à avoir des commandements bilingues, c'est fondamental. C'est une ressource qui est très rare à l'ONU et qui est nécessaire en Afrique, par exemple, où il y a des forces de plusieurs pays avec multilinguistique. Et la question prenons l'exemple de ce qu'on a fait pour les enfants soldats, ce qu'on a fait pour les femmes, augmenter le nombre de femmes dans les missions de paix, l'initiative ELSI. On a innové avec l'ONU à cet égard-là. C'était extraordinairement apprécié. Alors, c'est drôle parce qu'au Canada, on dit qu'on contribue pas assez. Si vous parlez aux gens de l'ONU, ils vont vous dire que le Canada a fait des contributions très substantielles au cours des dernières années. Alors, moi, je veux juste m'assurer qu'on parle un peu des vraies affaires là-dedans. C'est exactement ce dont Justin a parlé. Et il faut continuer à être engagé. Moi-même, je suis en faveur d'en faire plus. Et je trouve que c'est pertinent pour le Canada, c'est pertinent pour notre influence et le monde a besoin de nous vraiment à cet égard-là. Et là où ça va se passer, ça va être beaucoup, et c'est déjà beaucoup dans des pays francophones en Afrique où on peut aider. Alors, je me permets d'ajouter une question qui est liée à la première que je viens de vous poser. Vous avez mentionné la diversification des intérêts canadiens vers l'Afrique et d'autres régions. Comment, si on ajoute ce thème-là, la politique étrangère féministe peut-elle y être appliquée? Donc, si vous voulez aborder ça aussi en même temps, ça peut être l'occasion, je pense. Ben, je vais continuer sur le point que Marc-André a dit, puis c'est rare que je fais un point où est-ce que la politique féministe n'est pas dans ma tête, parce qu'elle m'est tellement précieuse, mais justement, quand on est capable de dire quelle est l'innovation, la valeur ajoutée que le Canada peut ajouter et puis comment est-ce qu'on peut le faire de manière féministe, c'est là vraiment qu'on va toucher le bobo, si on veut, qu'on va régler un vrai problème. Fait que juste pour expliquer ce que c'est cette initiative ELSI, c'est que tout le monde sait, là, ça fait 5-6 résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il n'y a pas assez de femmes dans les missions de maintien de la paix, que s'il y en a plus, ça va aider le type de résolution de conflit, que ça va être mieux accepté par la communauté. Mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Il faut que les femmes, il faut que repenser aussi la manière dont les missions fonctionnent, puis la manière dont les troupes fonctionnent pour que ça soit une expérience enrichissante pour les femmes, sécuritaire, etc. Donc, l'initiative ELSI, c'est parti de ce problème-là en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Puis on sait très bien que, oui, on doit le faire avec les troupes canadiennes et puis on est tous au courant de la grande réforme dont le Canada a besoin à ce niveau-là. Mais vraiment, il faut le faire en collaboration avec ceux qui déploient des troupes. Alors, c'est de partir un groupe de collaboration de 11 pays, qui est à la fois des pays du Sud et des pays du Nord, pour faire des partenariats, pour y réfléchir. C'est aussi de faire de la formation, où est-ce que le Canada aussi participe à cette formation, parce qu'on en a aussi besoin, sur comment est-ce qu'on fait pour mieux déployer, mieux promouvoir les femmes, la diversité. Comment est-ce qu'on fait pour changer des micro-projets dans les missions? Il y a plein de missions qui n'ont même pas de toilettes pour les femmes. Alors, des choses totalement simples, des lumières autour des dortoirs, OK, des choses vraiment simples, mais le Canada va venir et financer des initiatives comme ça. Et en parallèle, c'est un système économique très, très intéressant, le paiement des troupes dans les missions de maintien de la paix, développer un nouveau fonds, qui est un fonds qui est géré par UNDP, vous pouvez aller voir, là, il croît à chaque année, pour justement financer ce changement-là de paradigme, de déployer plus de femmes. Alors, c'est une initiative qui est tentaculaire parce qu'elle essaie d'aller sur tous les points
de problèmes de ce déploiement des femmes. Puis ça, c'est là le potentiel canadien. C'est justement, comme Marc-André le dit, c'est pas de compter les militaires, puis c'est de sortir de ce carcan-là des bérets bleus, parce que, puis aussi d'aller au-delà de l'ONU, parce qu'il y a les troupes de l'Union africaine, c'est beaucoup aussi dans le secteur policier où est-ce qu'on peut faire une différence. Et c'est là que notre expertise féministe aussi, puis notre ambition féministe peut faire une différence. Roland. J'aborde la question sur les missions de paix. Et c'est vrai que le Canada a innové, y compris avec l'initiative ELSI. Et c'est aussi vrai que la nature de ces missions a changé et que maintenant, l'exigence pour le Canada, c'est de fournir, comme a dit Justin Marc-André, les fonctions, les capacités plus spécialisées et la formation. Tout est vrai. Mais si on parle de nos contributions aux missions elles-mêmes, ça a été minime, je pense. Et ce n'est pas le réengagement aux missions de paix franchement, que j'attendais au début. Justin, est-ce que Justin voulait ajouter quelques mots là-dessus? Bien, je suis parfaitement d'accord. On n'a jamais été aussi bas dans l'histoire canadienne en termes de contribution. Il n'y a jamais eu autant de besoins. Donc, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, à mon avis. Oui, l'expertise, oui, les niches, oui, les créneaux que le Canada peut apporter, mais aussi avec des bottes sur le terrain. Il nous reste... Non, mais c'est là que je ne suis pas d'accord. Alors, c'est beau de parler de ça, là, mais regardez les listes de pays contributeurs. Les pays africains, eux, ont comme politique à l'Union africaine que pour les conflits africains, ils voudraient 100% de militaires africains dans les conflits africains. Ça, c'est leur but. Ils ne sont pas arrivés, mais c'est leur objectif. Alors, c'est pour ça que je trouve ça. Alors, le rôle du Canada, c'est de contribuer par du talent, de la formation, des équipements et de l'argent. Et on se rejoint à ce niveau-là, parce que la formation... mais ça, à cet égard-là, on le fait pas mal. Et on est dans les plus gros contributeurs financiers des missions de paix. Alors, c'est juste là que je dis, le fait qu'on ait peu de soldats, c'est correct. Je souhaiterais qu'il y en ait plus en ce moment, mais pas par des milliers. Moi, je dirais que oui, je souhaiterais qu'on soit impliqué de façon qu'on ait des équipements encore plus activement. Mais c'est juste ça. Il faut comprendre la politique. Moi, je respecte la politique de l'Union africaine qui dit qu'ils visent, eux, à tendre vers 100% des soldats et des militaires engagés. Alors, faisons des partenariats avec l'Union africaine pour s'assurer qu'ils sont capables. C'est ça le rôle du Canada. C'est ça être un ami. C'est ce qu'on fait en Irak et c'est ce qu'on fait en Lettonie présentement. On a des centaines de Canadiens déployés qui font des formations avec les pays nationaux et qui forment les formateurs, comme on dit. Train the trainers. C'est ça l'idée. Mais ça, il faut des centaines de Canadiens aussi, pas 10 seulement qui font de l'observation. Non, mais il y a beaucoup de ce qui n'est pas dans les chiffres de l'ONU. Il y a beaucoup de Canadiens. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Il y a plein de Canadiens dans plein d'écoles de formation militaire partout en Afrique. On en a au Kenya, par exemple. Il y en a en Afrique de l'Ouest. Il y en a. Alors, dès que vous vous promenez, vous voyez des militaires qui sont et c'est des centres de formation qui ont été développés soit par les pays ou par d'autres agences, mais qui ne se rendent pas typiquement sous l'égide des Nations Unies directement comme tel, mais qui sont en collaboration. Il faut faire un peu attention là-dessus. Le problème, c'est qu'on a fait une erreur, c'est-à-dire qu'au début, je vais le dire, là, au début du mandat, on a promis un nombre de troupes. Alors ça, c'était une erreur technique. On s'est rendu compte, en fait, que ce n'était pas la bonne manière d'y penser. Puis la deuxième chose, c'est que le système de l'ONU, même s'il privilégie ce système de smart pledges, soit justement de contribution technique, de contribution d'expertise, on voit toujours l'esprit de tableau qui compte les personnes. C'est ça, la mise à jour des contributions. On n'a pas vraiment de tableau des smart pledges, alors on n'a même pas l'information, c'est ça, et ça nuit à notre perspective. Le public pose beaucoup de questions. Il reste seulement quelques minutes. J'ai envie de vous en poser 2 dernières et on va essayer d'aller un peu plus rapidement, malheureusement, parce que le temps nous manque. Je vous les pose en rafale. Peut-être une question pour Marc-André. Est-ce que le monde des affaires québécois et canadien a pris la mesure de la montée des risques politiques dont on a parlé aujourd'hui? Le nationalisme, le protectionnisme, les tensions géopolitiques avec la Chine, les tensions politiques internes avec les États-Unis. Et la deuxième question que je vous soumets va comme suit. Considérant vos propos sur les relations entre le Canada et la Chine et la Russie, quel est votre avis sur la position que le Canada devrait prendre,
je cite, au sujet de la gestion de l'Arctique, considérant la présence accrue de ces deux acteurs dans la région. Quelques minutes, peut-être une intervention par question. Alors, sur la première question, le monde des affaires québécois est vraiment bien préparé pour ce rôle-là. Il y a Larry Fink de BlackRock qui disait récemment qu'il y aura un réalignement massif du capital vers le développement durable, et c'est ce qu'on voit. Et par développement durable, on entend la lutte au changement climatique et aussi la question des inégalités. Et ça, je vais vous donner la caisse de dépôt du placement du Québec est extrêmement bien placée parce que nous, on a une mission double qui est une mission de, oui, les retours les plus élevés pour nos 42 déposants et aussi la mission de développement économique du Québec. Et à cause de ça, ça nous a amené à être très agiles sur les questions de développement liées au ESG, à l'appréciation des risques, à notre rôle dans le développement économique. Pensez juste à la question du REM. Le REM, c'est une infrastructure qui en fait, qui va aider l'environnement et qui va aussi aider à combattre les inégalités dans la grande région métropolitaine de Montréal. C'est un modèle qui est hors du commun, qui est une innovation. C'est un partenariat d'un fonds de pension avec le gouvernement du Québec, la Banque d'infrastructure du Canada, Hydro-Québec, les municipalités. Et pour la première fois, on a dessiné, construit, on va opérer et on va être propriétaire, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, d'un train léger d'à peu près 100 km avec les plans actuels. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a déjà, prenons l'exemple de la Caisse de dépôt, on était un des premiers prêteurs investisseurs institutionnels au monde à se doter d'un plan du climat. On est perçu comme un leader dans le monde à cet égard-là. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises dans lesquelles on est investi pour s'assurer qu'il y a un meilleur alignement du capital avec le développement durable. Ça nous amène à nous différencier sur les marchés étrangers parce qu'il y a une concurrence plus grande pour les capitaux. Il y a beaucoup de capitaux et une concurrence plus grande pour les bonnes opportunités d'investissement. On s'aperçoit que pour nous, c'est une bonne façon c'est en accord avec nos objectifs. Ça rapporte plus et ça nous permet d'être s'assurer que c'est plus périn à travers le temps parce que on a vu que des actifs avec un lourd on appelle ça en anglais footprint, carbon footprint, il y a eu beaucoup de pertes de valeur, par exemple. Alors, le fait qu'on considère les risques ESG, le fait qu'on veille un meilleur alignement du capital, c'est en fait gagnant-gagnant, gagnant pour nos déposants et gagnant pour tout le monde au Québec, y compris le monde dans lequel on vit de façon plus globale. Et en terminant sur l'Arctique? Oui, pour moi, il y a deux objectifs principaux du Canada en Arctique. D'abord, savoir ce qui se passe, surveiller. Et deuxièmement, assurer la protection des populations qui l'habitent et de plus en plus du trafic éventuellement commercial qui va y passer. Donc, pour la surveillance, ça implique une modernisation de nos systèmes de radar, mais également toutes sortes de systèmes de surveillance qui vont être satellitaires. Le Canada a déployé des satellites récemment, mais aussi dans des navires, etc. Et ça va impliquer une coordination avec les États-Unis significative et beaucoup d'investissements aussi du Trésor public canadien. Au niveau de la sécurité de la population, forcément, il faut parler de sécurité alimentaire, il faut parler d'accès au transport, etc. Et à cela, d'un point de vue plus de défense, si on parle plus Chine-Russie, on peut saluer la décision de maintenant construire 2 brise-glaces canadiens pour assurer une présence dans le territoire un peu plus continue que seulement aux 6 mois, même si peut-être certains disent que c'était fait pour des considérations électorales en vue des élections de l'automne prochain. On laissera ça à d'autres pour commenter. Mais il faut saluer ce type d'investissement-là qui va assurer une présence canadienne accrue dans la région. Laurence, Marc-André, Justin, Roland, je pense qu'on a fait un beau tour du monde, un beau tour d'horizon des défis géopolitiques et géoéconomiques au Canada et au Québec, pour le Canada et pour le Québec. Je vous remercie d'avoir participé à la table ronde d'aujourd'hui. Je remercie aussi tous ceux et celles qui nous ont écoutés cette semaine et aujourd'hui tout particulièrement. Et c'est comme ça que se termine la 6e édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale.
C'était une édition spéciale parce qu'entièrement en ligne, mais on jugeait nécessaire de poursuivre malgré la pandémie. Parce que, je le rappelle, l'ambition du Forum Saint-Laurent, c'est de réfléchir en français à ces enjeux cruciaux de sécurité internationale, des enjeux qui nous concernent tous et toutes. Et on veut aussi essayer d'avancer dans la réflexion sur les pistes de solutions auxquelles on peut penser pour relever ces défis dont on a parlé toute la semaine et dont on a parlé aujourd'hui. On n'a pas pu partager un repas, malheureusement, un verre, un café. On n'a pas pu discuter longuement de ces sujets-là qui nous passionnent dans les corridors, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était quand même une édition extrêmement riche. On a évité les pépins techniques, ça c'est toujours un défi aussi. Et tout au long de la semaine, on a pu entendre et échanger avec des chercheurs, des décideurs du Québec, du Canada, d'ailleurs dans le monde. J'aimerais remercier donc tous ceux et celles qui ont participé à nos tables rondes cette semaine. Je rappelle aussi que les interventions seront disponibles, tout ce qui s'est passé cette semaine, les tables rondes et tout ça, ce sera disponible si vous avez raté une table ronde sur le site Internet du Forum Saint-Laurent, sur la chaîne YouTube du Forum Saint-Laurent. Donc, vous pourrez aller revoir, aller tester des idées après coup si vous le souhaitez. J'en profite en terminant pour remercier nos partenaires, le Réseau d'analyse stratégique, le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la Défense nationale et bien sûr le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Et je veux remercier en terminant une bonne main d'applaudissements, j'ai presque envie de dire, pour toute l'équipe du Forum Saint-Laurent, la directrice scientifique de l'édition de cette année, Marie-Joëlle Zahar. J'aimerais remercier aussi Rose-Hélène Beauséjour à la coordination. Elle a été appuyée par Chloé Kettels, Myriam Bézaz, Amandine Hamon et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Je remercie aussi les équipes de nos centres respectifs, à l'UQAM, à l'Université de Laval également. Et en terminant, un grand merci au studio Arborescence pour la production audiovisuelle. Et je vous dis à l'année prochaine, en personne, je l'espère. Je pense que ça va être possible. Merci beaucoup. Merci. Merci.